Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je dois dire que je suis très heureux et évidemment très honoré de participer à ce cycle de conférences organisé par Philippe Sansonetti. Et je voudrais aujourd'hui vous parler des chorégraphies des réponses immunitaires et notamment de la façon dont certains pathogènes vont les détourner. Alors je voudrais commencer par vous rappeler que les réponses immunitaires sont des événements extrêmement dynamiques qui s'appuient sur la capacité des cellules qui constituent le système immunitaire de se déplacer, de se rencontrer pour échanger un certain nombre d'informations et puis de se disséminer dans l'organisme pour aller exercer des fonctions effectrices. Alors ici, on récapitule les événements clés d'une réponse adaptative, suite par exemple à l'intrusion d'un pathogène, alors on va dire pour simplifier dans la peau. Ce pathogène peut être capturé par des cellules spécialisées qui sont les cellules dendritiques. Ces cellules vont migrer dans les organes lymphoïdes secondaires, en particulier dans le ganglion lymphatique drainant. Et dans ce ganglion, cette cellule dendritique l'opportunité de rencontrer des lymphocytes T à la recherche évidemment des lymphocytes qui seront spécifiques des déterminants antigéniques portés par cette cellule dendritique. Si cette rencontre se produit, une série d'événements va suivre, en particulier la prolifération de ce lymphocyte, donc il va se multiplier, et puis la dissémination de ces lymphocytes T qui vont pouvoir retourner dans les tissus infectés pour exercer leur fonction effectrice. Alors leur fonction effectrice, ça peut être de tuer les cellules infectées ou ça peut être de produire un certain nombre de facteurs solubles qui vont attirer d'autres cellules ou qui vont indiquer à la cellule infectée d'activer des défenses intracellulaires pour tuer le pathogène. Alors évidemment, et c'était très bien évidemment illustré par la présentation de Philippe Sansonetti, il existe une grande variété de stratégies qui sont mises en place par les pathogènes pour essayer de contrecarrer ces différentes étapes. Alors, comme je vais vous parler beaucoup des lymphocytes T, je voudrais juste vous rappeler que ce sont donc des globules blancs qui font partie du système immunitaire adaptatif et qui vont reconnaître à la surface des cellules qui présentent l'antigène des complexes antigéniques qui sont portés par les molécules du CMH. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque lymphocyte T porte un récepteur qui lui est unique, simplement parce qu'il a été généré aléatoirement. Et de cette façon, on va disposer, ou chacun d'entre nous dispose de millions de lymphocytes T différents qui portent des récepteurs capables de reconnaître des fragments qui sont différents, de telle façon, ce qui donne en fait cette propriété d'être capable de reconnaître à peu près n'importe quel déterminant antigénique, puisqu'on va toujours trouver parmi nos millions de lymphocytes T une dizaine de cellules qui vont être capables de reconnaître spécifiquement ce fragment antigénique. Alors voilà comment on a tendance à représenter la réponse immunitaire médiée par les lymphocytes T, en tout cas les deux étapes dont je vous ai parlé. La première étape qui est l'étape d'activation, dans laquelle le lymphocyte T reconnaît le déterminant antigénique dont il est spécifique à la surface d'une cellule dendritique, ou la deuxième phase, la phase effectrice, dans laquelle ce lymphocyte T qui a été préactivé est maintenant capable d'engager sa cible, par exemple pour la lyser ou pour produire un certain nombre de cytokines. C'est une vision évidemment extrêmement réductrice qui présente la réponse immunitaire en deux dimensions. Et il y a un certain nombre évidemment de facteurs qui ne sont pas représentés ici. Alors, le premier, c'est le temps, parce que chacune de ces étapes va prendre en fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On estime qu'il faut environ 4 jours pour que les lymphocytes T soient activés dans le ganglion et puissent ensuite ressortir pour infiltrer les tissus. Certaines infections vont nécessiter plusieurs jours, voire plusieurs semaines
pour être résolus. Un autre facteur qu'il faut évidemment prendre en compte, c'est l'aspect tridimensionnel. Tous ces événements se produisent dans des micro-environnements extrêmement complexes. Alors là, on représente ici à quoi ressemble un ganglion lymphatique. C'est un ensemble extrêmement dense de cellules qui sont les unes sur les autres. Et évidemment, qu'on a du mal à modéliser simplement si on prend ces cellules et qu'on les met dans une boîte de pétri. Dernier élément, c'est que les événements qui conduisent à l'initiation d'une réponse immunitaire sont des événements extrêmement dynamiques. Si aujourd'hui des extraterrestres arrivent au-dessus d'un stade de football et prennent une photo d'un match de football, ils vont regarder la photo, ils vont voir un grand terrain vert, une sphère et 22 terriens autour de ce ballon. Ils ne vont pas comprendre nécessairement comment on joue au football simplement à partir de cette photo. S'ils restent un peu plus longtemps au-dessus du stade et qu'ils regardent les joueurs évoluer, ils vont évidemment obtenir beaucoup plus d'informations. Et ça, ces aspects dynamiques, les biologistes l'ont compris il y a en fait bien longtemps. Et je voudrais en fait rendre hommage ici à un des précurseurs, Jean Comandon, qui a en fait été le premier ou un des premiers à filmer certains événements biologiques. Et simplement, il faisait ça avec l'aide des frères Pathé à l'époque, en couplant une caméra à un microscope, et ce qui lui a permis de réaliser des films qui sont assez impressionnants à regarder, puisqu'ils datent d'une centaine d'années. Et malheureusement, on ne voit pas très bien en fait, sur la projection, mais peut-être qu'on verra un peu plus avec le plus fort grossissement. Dans ces films, il s'intéresse au déplacement d'un certain nombre de bactéries. Donc j'espère qu'on les verra mieux ici. Voilà, on les voit ici se déplacer. Et évidemment, c'est des observations qui nécessitent d'être suivi en temps réel si on s'intéresse par exemple à la mobilité de ces bactéries. Un autre constat qui a en fait été fait par Jean Comandon, c'est qu'une fois qu'on a ces films, ces informations, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les analyse? Finalement, il a émis le sentiment que c'était finalement difficile de retranscrire sur un papier ce qu'il observait. Et donc, il faut évidemment analyser ces films et les quantifier. C'est la partie aussi, une autre partie importante de ce type d'expérience qu'il a lui-même mise en œuvre d'une façon assez originale, puisque à l'époque, par exemple, quand il suivait, il cherchait à, par exemple, étudier le déplacement, la mobilité de globules blancs du crapaud, ben, il effectuait ces films et ensuite il les projetait contre un mur sur lequel il avait attaché une feuille de papier et puis il dessinait image par image la forme des lymphocytes, ce qui va lui permettre en fait de calculer ensuite les vitesses et d'obtenir des données quantifiées, ce qui est extrêmement important évidemment quand on fait ce type de travaux. Donc tout ça date d'il y a une centaine d'années. C'est toujours très, très impressionnant de voir ce qui était déjà fait à l'époque. Mais pendant longtemps, les immunologistes étaient un peu confrontés à un dilemme, c'est-à-dire que si on voulait aborder la réponse immunitaire, on avait deux options. La première, c'était de regarder ce qui se passait in vivo. Par exemple, on veut regarder ce qui se passe dans un ganglion lymphatique, qui est encore une fois un des sites dans lesquels sont initiées les réponses adaptatives. Et si on veut faire ça, eh ben, il faut, si on travaille par exemple dans des modèles animaux, il faut sacrifier l'animal, il faut récupérer le ganglion, le congeler et le couper en tranches très fines. Et puis, à travers des différentes colorations, on peut voir ici par exemple les follicules B, ici en marron, et puis en bleu la zone constituée par les lymphocytes T. On a une vision de ce qui se passe, mais on a une vision de ce qui se passe à un temps fixe. Hein. On a figé l'événement, puisqu'évidemment, on a sacrifié l'animal et congelé l'organe d'intérêt. L'autre option, c'est d'isoler les cellules et de les mettre dans une boîte de pétri. Donc ça, c'est à travers le type de microscopie
plus classique. Et on peut suivre cette fois-ci, au cours du temps, le déplacement de ces cellules et avoir cette fois accès à des événements plus dynamiques. Malheureusement, dans ce cadre-là, on est relativement loin du micro-environnement natif dans lequel évoluent naturellement ces cellules. Alors, une solution est apparue il y a une dizaine d'années et consiste en l'utilisation d'une technique de microscopie qui s'appelle la microscopie biphotonique ou microscopie à 2 photons. Et on ne va pas évidemment rentrer dans les détails techniques de cette méthodologie, mais le principe est très simple, c'est-à-dire qu'au lieu d'obtenir la fluorescence à l'aide de l'énergie qui serait fournie par un photon, on va envoyer des photons qui vont être extrêmement concentrés dans le temps, donc sur des pulses extrêmement puissants. Donc, si on fait le calcul, c'est l'équivalent de la puissance générée par 5000 centrales nucléaires qui concentreraient leur puissance sur simplement un centimètre carré. Donc c'est énorme, mais cette puissance, elle n'est telle que pendant une très très courte durée. Donc la puissance moyenne reste évidemment tout à fait raisonnable. Ce qui se produit avec ces pulses de photons qui vont avoir en fait simplement la moitié de l'énergie requise pour obtenir la fluorescence, c'est que de temps en temps, on va avoir 2 photons qui vont atterrir au même endroit au même moment. Leur énergie va s'additionner, ça va être suffisant pour obtenir l'excitation et la fluorescence. Ce principe offre en fait 3 avantages. Le premier, c'est comme on a des photons qui ont une énergie 2 fois plus faible, ça veut dire que leur longueur d'onde est 2 fois plus grande, et on sait que les longueurs d'onde plus élevées pénètrent beaucoup mieux dans les tissus. Alors ça se traduit assez facilement si vous prenez par exemple une petite LED verte ou une petite LED rouge et que vous mettez votre doigt par-dessus. Donc en général, vous allez voir que votre doigt va complètement masquer la lumière verte, mais si vous mettez votre doigt sur la lumière rouge, vous allez voir un halo de lumière, ce qui traduit simplement que la lumière rouge, qui a une longueur d'onde plus élevée, pénètre mieux à l'intérieur des tissus. Donc ça, c'est le premier avantage. Le laser va être capable de détecter des cellules qui vont être plus en profondeur à l'intérieur d'un tissu. Enfin, d'autre part, et c'est illustré sur cette image, là où vous avez une cuvette qui contient un liquide fluorescent qui est soumis à deux lasers. Le laser classique, 1 photon, ou un laser 2 photons ici. Vous voyez que le laser 1 photon va induire la fluorescence sur tous les plans. On voit ici finalement un trait. Alors que le laser 2 photons, en fait, finalement, ce phénomène d'addition des 2 photons va se produire simplement au plan focal. Et on voit ici, je ne sais pas si on l'aperçoit vraiment bien, mais on voit un seul point, ce qui traduit en fait qu'on n'obtient l'excitation que sur le plan focal, ce qui va réduire la phototoxicité et le phénomène de photon-blanchiment et offrir une image en fait extrêmement précise de ce qui se telle qu'elle est un seul plan. Donc tous ces avantages combinés ont fait que cette technologie va être extrêmement utile pour détecter des cellules qui sont à l'intérieur d'un tissu vivant. Donc voilà par exemple l'image de notre microscope dans le laboratoire, ce qui va nous permettre de réaliser de l'imagerie sur des animaux vivants qui sont anesthésiés, on les endort simplement pour qu'ils ne bougent pas durant l'expérience. Voilà par exemple un exemple dans lequel on va visualiser un ganglion donc, qui se trouve près du genou, qui est le ganglion poplité. Alors la seule chose qu'on a faite ici, c'est d'ajouter un plâtre autour de la jambe de la souris pour que quand elle respire, il n'y ait pas de mouvement qui perturbe le processus d'imagerie. On peut visualiser d'autres tissus, d'autres organes, et ici par exemple, on visualise ce qui se passe dans la peau en regardant la peau au niveau de l'oreille. Alors ce qui est assez extraordinaire, ou ce qui a été en tout cas très, très, très impressionnant au début, et je vous montre ici un des tout premiers films qu'on a réalisé il y a une dizaine d'années, où on voit les cellules
qui sont à l'intérieur d'un ganglion lymphatique. Donc ce qui change par rapport à ce qui était fait avant, c'est que cette fois, la souris est vivante, on n'a pas du tout touché au ganglion, donc on regarde simplement ce qui est à l'intérieur, en profondeur, et on obtient donc l'image ici d'un certain nombre de lymphocytes. Donc évidemment, si on regarde juste cette image, ça n'apporte pas grand-chose par rapport à ce qu'on faisait avant, quand on faisait des tranches de ganglions, mais l'intérêt ici, c'est qu'on va pouvoir réaliser cette image au cours du temps et la répéter de telle façon à obtenir, au bout du compte, un film qui va traduire le mouvement des différentes cellules qui sont présentes dans le ganglion lymphatique. Alors, ce que vous voyez ici en vert sont les lymphocytes T et en rouge les lymphocytes B, donc vous voyez qu'ils s'organisent dans des régions différentes. Et tout de suite, à partir d'un film comme ça, on obtient beaucoup plus d'informations. On voit par exemple que les lymphocytes T bougent plus rapidement que les lymphocytes B. On comprend aussi comment leur mobilité est réduite au niveau de l'interface. On a pendant longtemps imaginé que ces lymphocytes se déplaçaient de manière un peu uniforme en suivant des concentrations de produits chémoattractants. On voit que ce n'est pas du tout le cas, puisqu'en fait les mouvements sont extrêmement chaotiques ici, et qu'on peut avoir des cellules qui sont quasiment au même endroit, au même moment, et qui vont prendre des directions complètement opposées. Alors concrètement, une expérience d'imagerie se présente de la façon suivante. Donc, on détecte des cellules qui sont fluorescentes dans l'animal et on va prendre des images à différents plans pour obtenir reconstituer un volume tridimensionnel, et on reproduit cette étape successivement, par exemple, toutes les 30 secondes. C'est ça qui va nous permettre d'obtenir un film. Et à partir de ce film, on va extraire les données biologiques qui nous intéressent, par exemple essayer de comprendre comment les cellules bougent ou comment elles interagissent entre elles. Et évidemment, cette méthodologie offre la possibilité, ou en tout cas de nouvelles possibilités, de répondre à trois questions qui nous paraissent extrêmement importantes. La première, c'est de comprendre comment les dynamiques cellulaires, c'est-à-dire cette chorégraphie de cellules, va influencer l'efficacité de la réponse immune. Qu'est-ce qui rend une réponse immune efficace ? Dans le cadre d'infection, évidemment, comment certains pathogènes pourraient altérer ou exploiter cette chorégraphie. Et enfin, quel est le plan d'attaque qui est mis en place par les cellules du système immunitaire dans le cadre d'une infection, au site d'infection, et éventuellement quelles sont les stratégies pour améliorer ce plan d'attaque. La première, si on se focalise dans un premier temps sur la première question, c'est-à-dire comment on peut, à partir de cette méthodologie, mieux comprendre comment naît une réponse de lymphocyte T, on peut notamment comprendre comment ces cellules dendritiques qui arrivent dans les ganglions lymphatiques et qui doivent rencontrer ces cellules T qui sont spécifiques de l'antigène. Donc, dans le cadre, par exemple, d'une infection par un virus, cette cellule dendritique va apporter des déterminants antigéniques du virus et doit trouver, parmi les millions de lymphocytes qui sont présents dans le ganglion, les rares lymphocytes T qui sont capables de reconnaître ce virus. Comment est-ce qu'en fait cet événement est même possible ? En fait, quand on réalise ce genre de film, on s'aperçoit que, ici on voit une cellule dendritique, que dans un espace de temps relativement court, il y a déjà un très grand nombre de rencontres entre les lymphocytes T et la cellule dendritique. Donc il y a un échantillonnage qui est extrêmement efficace. Vous voyez ici qu'en l'espace d'une heure, on peut voir peut-être une vingtaine ou une trentaine de cellules T qui vont avoir l'occasion de rencontrer la cellule dendritique. Il ne faut pas oublier que cette approche ne permet de voir que les cellules qui sont fluorescentes. Donc tout le noir que vous voyez ici n'est pas du vide. Il est en fait rempli d'autres cellules qui ne sont pas fluorescentes et qui font exactement la même chose que les cellules rouges. Donc quand vous voyez 20 événements de contact, il
il faut imaginer qu'en fait, il y en a probablement plusieurs centaines, voire plusieurs milliers qui se produisent, puisqu'il y a aussi tous les lymphocytes non fluorescents qui ont exactement le même comportement. Alors avec ce type de film, on peut comprendre comment cette réponse T peut débuter, simplement parce que grâce à leur mobilité, les lymphocytes T vont avoir des opportunités de rencontrer les cellules dendritiques, et chaque cellule dendritique va pouvoir échantillonner entre 500 et 5000 lymphocytes T différents simplement en l'espace d'une heure. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand le lymphocyte T rencontre l'antigène dont il est spécifique? C'est l'événement initial de la réponse immunitaire. Alors pour faire ça, pour visualiser cet événement, nous avons réalisé l'expérience suivante. On a pris des animaux qui n'expriment pas de molécules de CMH de classe 2, qui sont ces molécules qui permettent la présentation antigénique. Et dans ces animaux, nous avons transféré des cellules fluorescentes, des cellules dendritiques qui sont vertes, et des lymphocytes T dont on connaît la spécificité. Et on peut commencer à visualiser à l'intérieur de la souris vivante ce qui se passe dans ce ganglion, l'absence d'antigène. On a vu ces cellules T sont extrêmement mobiles. Et puis pendant qu'on fait l'imagerie, on va injecter dans le sang le peptide antigénique qui est reconnu par les lymphocytes T, donc, qui est évidemment une toute petite molécule qui va diffuser rapidement dans l'organisme, notamment dans les ganglions, et qui va se fixer sur les molécules de CMH de classe 2. Alors l'astuce de cette expérience, c'est que les seules cellules qui expriment des molécules de CMH de classe 2 sont les cellules dendritiques que l'on a transférées, si bien que de manière très synchronisée, quand on va injecter le peptide, on va allumer, entre guillemets, la présentation antigénique à un temps bien particulier, et on peut suivre, pendant qu'on visualise les mouvements, l'impact de cette reconnaissance. Alors c'est ce qu'on va voir sur les films qui suivent, où on voit en vert des cellules dendritiques, en rouge les lymphocytes T. On commence le film 11 minutes avant d'injecter le peptide antigénique. Et donc dans les premiers temps, il y a relativement peu d'interaction entre les deux types cellulaires. Et puis, dans les minutes qui suivent l'injection du peptide, on va commencer à voir un grand nombre de contacts qui sont établis entre ces lymphocytes T et ces cellules dendritiques. Et on voit sur cette vue un peu plus zoomée à quel point ces contacts vont être en fait extrêmement stables, puisqu'on peut voir les lymphocytes T qui sont parfois même tirés par les dendrites de ces cellules. Donc ça, c'est les toutes premières minutes de la réponse des lymphocytes T, et on va se demander combien de temps ces interactions vont durer. Alors si on revient au même endroit, mais 6 heures plus tard, on observe que ces contacts sont toujours là. Donc vraiment, ce sont des interactions qui vont durer plusieurs heures entre les lymphocytes T et les cellules dendritiques. Alors, évidemment, à un moment donné, il faut que ces cellules se détachent pour ensuite pouvoir repartir dans les tissus. Alors, qu'est-ce qui fait que ces lymphocytes vont se détacher des cellules dendritiques? On a voulu tester l'hypothèse que pour rester attachés aux cellules dendritiques, les lymphocytes T avaient besoin de reconnaître continuellement l'antigène, et c'est ça qui les maintenait en contact. Pour tester cette hypothèse, nous sommes dit que probablement, si on formait ces interactions, comme on vient de le faire en injectant le peptide antigénique, si on était capable de bloquer, et on fait ça avec un anticorps, la reconnaissance entre les récepteurs du lymphocyte T et l'antigène, et donc en injectant un anticorps contre les molécules de classe 2, on espère qu'on va pouvoir réaliser ce phénomène. Si on bloque cette reconnaissance, est-ce que c'est suffisant pour détacher les cellules T qui sont accrochées aux cellules dendritiques? Et en effet, c'est le cas. Donc c'est ce qu'on voit sur ce film-là. On a formé les contacts en injectant le peptide. Vous voyez ici les conjugués entre cellules dendritiques et lymphocytes T. Et si on bloque les interactions à partir de ce moment-là, on induit la dissociation des lymphocytes T qui redeviennent en fait mobiles, qui ne sont plus engagés sur les cellules dendritiques. Alors cette observation nous donne en fait aussi une possibilité intéressante, c'est d'essayer de comprendre
est-ce que c'est vraiment important pour ces lymphocytes de rester attachés si longtemps sur les cellules dendritiques? Quel est l'impact de la durée du contact sur le devenir de la réponse des lymphocytes T? Et pour ça, on peut utiliser notre système puisqu'on peut injecter le peptide antigénique et forcer les lymphocytes T à interagir avec les cellules dendritiques, attendre un certain temps, et puis injecter l'anticorps qui va dissocier ces interactions et se demander, étant donné un contact d'une durée qu'on a nous-mêmes imposée, quel est le devenir fonctionnel de la réponse, par exemple 3 jours plus tard, si on veut regarder en termes de prolifération l'effet de ce contact de durée déterminée. Alors si on fait cette expérience, et on va suivre en fait la prolifération dans ces expériences en marquant nos lymphocytes avec un colorant fluorescent, de telle façon qu'à chaque fois que le lymphocyte se divise, les cellules filles vont avoir simplement la moitié du colorant fluorescent. Donc on va suivre la dilution de cette fluorescence. C'est ce qu'on voit en fait ici. Donc voilà la population de lymphocytes non divisés. Et on voit qu'avec 24 heures de stimulation, 24 heures de contact, on observe une prolifération très efficace. Les durées de contact inférieures, notamment 2 heures ou 6 heures, ne sont pas suffisantes pour induire la prolifération des lymphocytes T. On voit donc avec cette expérience qu'il est extrêmement important pour ces lymphocytes de former des contacts stables de longue durée avec les cellules dendritiques pour initier la réponse lymphocytaire. Alors, dans les expériences précédentes, on est capable de visualiser ce que font les cellules, comment elles bougent, comment elles se contactent. On aimerait aussi souvent comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est en partie possible, notamment grâce à des souris génétiquement modifiées. Et donc, nous avons utilisé des cellules T qui proviennent d'une souris qui va exprimer une protéine fluorescente quand elle active le gène d'une cytokine importante qui est l'interféron gamma. Et donc ces cellules sont d'abord marquées en rouge pour qu'on puisse les visualiser. Et la protéine verte va être exprimée chez certaines de ces cellules suite à l'activation, en fonction de leur niveau d'activation, ce qui va les faire changer de couleur puisqu'elles vont être à la fois rouges et vertes. Et on voit alors, en fonction du niveau, du niveau de la coloration de la cellule, on est capable de savoir quel est le niveau d'activation du lymphocyte. Alors dans cet exemple, on peut voir 2 types de stimulation, encore une fois, réalisées in vivo, où les cellules dendritiques vont présenter des quantités différentes d'antigènes aux lymphocytes T. Alors à gauche, les quantités sont plus faibles qu'à droite. Dans les 2 cas, on voit une formation d'un contact stable entre les 2 cellules, mais seulement en présence de fortes concentrations d'antigènes, on voit cette couleur orangée qui traduit le fait que le gène de l'interféron gamma est activé et donc on a des interactions stables qui sont qualitativement différentes. En fait, même quand on regarde à un moment donné, on voit une grande diversité dans le niveau d'activation pour ce gène. Et on peut donc se demander comment on génère une telle diversité. Alors la diversité, elle peut être générée de 2 façons. On peut imaginer que les clones chaque clone de lymphocyte T qui va être activé va se mettre à proliférer et va se différencier au fur et à mesure des divisions cellulaires. Et donc certaines cellules filles vont par exemple se mettre à activer le gène de l'interféron gamma alors que d'autres ne vont pas le faire. On peut aussi imaginer un autre modèle dans lequel la décision est prise très, très précocement et donc les premières interactions entre les lymphocytes et les cellules dendritiques vont déterminer si tel clone va exprimer, et la progénie, l'ensemble des cellules filles de ce clone T vont exprimer l'interféron gamma et d'autres ne vont pas l'exprimer du tout. Alors pour tester cette hypothèse, on a utilisé le même système que précédemment et nous avons décidé d'imager ou de visualiser en fait la première division cellulaire qui se produit au cours de l'activation dans le ganglion lymphatique. Alors quand on fait ça, ce qu'on observe, c'est, et on voit sur ce film au centre de chaque cadran,
une cellule qui rentre en division, et il s'agit de la première division. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une grande diversité dans les couleurs de ces cellules, ce qui traduit qu'à un temps fixé dans le programme d'activation, c'est-à-dire quand les lymphocytes T se mettent à proliférer, et on a déjà une grande hétérogénéité dans les signaux qui ont été perçus précédemment, et ces événements précoces vont être extrêmement importants et vont notamment influencer le devenir de la progénie de chacun de ces lymphocytes T. Alors comment on peut maintenant utiliser ce type de méthodologie pour déchiffrer un peu mieux certains aspects de l'interface entre l'hôte et le pathogène? Dans le laboratoire, nous intéressons, notamment en collaboration avec un autre laboratoire, le laboratoire de Gerald Spetz, à l'infection par le parasite Leishmania major, qui est donc responsable d'une forme de leishmaniose, qui est la leishmaniose cutanée, donc responsable de lésions qui peuvent être très invalidantes. Et donc, ce parasite, qui est transmis par le phlébotome dans le derme, va infecter un certain nombre de cellules, notamment des macrophages et des cellules dendritiques. Et on sait, en tout cas, que dans certains cas, cette infection peut être contrôlée. C'est notamment le cas pour certaines souches de souris, donc ça va prendre plusieurs semaines, mais la souris va finir par contrôler l'infection. Et on connaît très bien les molécules qui sont impliquées dans ce phénomène. La réponse nécessite des lymphocytes T qui vont produire cette cytokine, l'interféron gamma. L'interféron gamma va agir sur la cellule infectée qui a été reconnue par ce lymphocyte T, induire cette enzyme INOS qui va synthétiser la production de NO, et le NO va détruire le parasite intracellulaire. Donc on connaît assez bien les différentes étapes, mais qu'en est-il de l'anatomie de la réponse au site d'infection? Alors la première chose qui peut être regardée, c'est la réponse extrêmement précoce suite à l'injection de ce parasite dans le derme, qui est ici faite de manière expérimentale. Et donc ce film qui traduit en fait permet de visualiser les toutes premières minutes qui suivent l'entrée du parasite dans le derme, en suivant en vert des cellules de l'immunité innée qui sont les neutrophiles. Et ce qu'on voit, en rouge le parasite, en vert les neutrophiles, une réponse extrêmement rapide, massive, de cellules qui vont avoir une migration dirigée vers le site d'infection et qui vont constituer finalement la première population de cellules qui vont être envahies par le parasite, comme on le voit ici. Et alors de manière intéressante, ce qu'a pu révéler cette étude, c'est que alors que ces neutrophiles sont censés se débarrasser de différents microbes, dans le cas de ce parasite, le parasite semble de survivre relativement efficacement à l'intérieur des neutrophiles, ce qui a suggéré ou ce qui peut appuyer l'idée que ces parasites utilisent les neutrophiles comme un cheval de Troie dans lequel ils vont se cacher un certain temps avant d'infecter la population de macrophages. Donc ça, c'est ce qu'on va voir quelques semaines plus tard dans des images qu'on a effectuées dans le laboratoire, où on voit ici des amas de parasites qui correspondent en fait à des cellules, des macrophages individuels qui ont été infectés. Et cette fois, ces macrophages sont extrêmement immobiles. Et là, on est encore en train de regarder ce qui se passe dans le derme, donc au niveau de la peau. Alors, comment les lymphocytes T vont détecter ces parasites? Alors, on peut tester ça en infectant la souris et en lui injectant des cellules qui sont spécifiques du parasite et en essayant de comprendre si ces cellules T vont être capables de reconnaître les cellules infectées. Donc, ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles s'attachent aux cellules infectées pour produire les cytokines, notamment l'interféron gamma. Alors, on voit ici, donc en rouge, le parasite,
et en vert, les lymphocytes T qui sont spécifiques du parasite. Et ce qu'on voit, même si un certain nombre de ces lymphocytes T semblent s'attarder autour des cellules infectées, c'est qu'on n'observe pas d'arrêt massif de ces lymphocytes T autour des cellules infectées. Cet événement est assez rare, donc on voit quelques événements de ces interactions très stables où le lymphocyte T reste en contact prolongé avec les cellules infectées. Mais cela ne constitue pas la majorité des événements. La plupart du temps, ou bien les lymphocytes ignorent complètement les cellules infectées, ou bien ils vont établir des interactions qui sont beaucoup plus dynamiques. Donc on va voir un ensemble d'interactions ici, où le lymphocyte garde une certaine mobilité, semble néanmoins entrer en contact avec la cellule infectée, mais ne va pas s'arrêter pour former l'interaction stable qui est requise pour la production de cytokines. En fait, si on suit à l'intérieur de la lésion l'ensemble des interactions qui sont mises en place, et là on a fait une petite carte, on a une zone, en rouge on a les parasites, on a mis des cercles aux endroits où on voyait des cellules, des cercles jaunes aux endroits où on voyait les cellules T former des contacts stables, c'est des événements qui sont relativement rares, et la plupart des cellules infectées ne semblent pas détectées par les lymphocytes T, donc ce qui suggère que le niveau de présentation antigénique est extrêmement faible, notamment grâce aux mécanismes qui sont mis en place par le parasite pour limiter sa visibilité vis-à-vis du système immunitaire. Alors, ce que je vous ai montré dans ce modèle-là a été aussi observé dans un autre modèle d'infection, ici par des mycobactéries qui forment des granulomes. Et ces granulomes peuvent être visualisés. Et on voit ici, dans un granulome, en rouge, des lymphocytes T qui sont spécifiques de la mycobactérie, et en vert, des lymphocytes T qui n'ont pas de spécificité particulière pour cette infection, pour ce pathogène. Ce qui est intéressant d'observer à nouveau, c'est que les lymphocytes verts sont extrêmement mobiles, et ça on l'attend parce qu'ils n'ont rien à reconnaître de particulier à cet endroit, ils ne sont pas spécifiques du pathogène, mais les lymphocytes rouges, qui eux sont spécifiques, sont pour la majorité eux aussi très mobiles. Donc on retrouve un peu le même type de comportement qu'on voyait avec un autre modèle d'infection, à savoir que le nombre de cellules T spécifiques qui s'arrêtent à ces sites d'infection est relativement faible. Alors ça peut s'expliquer de deux façons. Ou bien ces lymphocytes, pour une raison ou pour une autre, ont perdu la capacité de former des contacts stables, ou bien c'est simplement le pathogène qui n'est pas présent en nombre suffisant, ou en tout cas la présentation de l'antigène n'est pas suffisamment importante pour arrêter ces lymphocytes T. Alors pour tester cette hypothèse, ici les expérimentateurs ont réalisé le même type d'expérience, mais pendant l'imagerie, ont injecté le peptide qui était censé être reconnu par ces lymphocytes T, donc avec l'idée d'augmenter la présentation antigénique en se disant si ces lymphocytes T ont réellement la capacité de s'arrêter, si on leur donne plus d'antigènes, on devrait les voir s'arrêter. Et c'est exactement ce qu'on va voir ici. Donc, les lymphocytes bougent, le peptide spécifique des cellules rouges est injecté et vous voyez que les cellules rouges s'arrêtent. Et ensuite, le peptide spécifique pour les cellules vertes est injecté et les cellules vertes s'arrêtent. Et un autre exemple où les cellules rouges sont arrêtées et les lymphocytes T verts sont arrêtés. Donc là, ça veut simplement dire que ces lymphocytes T qui sont recrutés efficacement au site d'infection, mais qui ne semblent pas vraiment intéressés par les cellules infectées, ont tout à fait la capacité d'interagir dès lors que le niveau d'antigène qui leur est offert est suffisant. Alors, est-ce que le combat est pour autant complètement perdu par le système immunitaire s'il n'est finalement capable que de reconnaître une toute petite fraction des cellules infectées? En fait, on peut imaginer deux façons de s'en sortir. La première, c'est de se dire que
évidemment, on fait des films qui durent 1 heure ou 2 heures, mais ce sont des processus qui vont s'étaler sur plusieurs semaines. Donc, même si un tout petit pourcentage des cellules infectées est ciblé par le système immunitaire à un temps donné, peut-être que sur une période plus longue, petit à petit, chacune des cellules infectées va être engagée par un lymphocyte T. L'autre possibilité, c'est que l'action d'un lymphocyte T sur une cellule infectée va s'étendre au-delà de la cellule ciblée, par exemple si les cytokines qui sont produites vont diffuser suffisamment à d'autres cellules infectées. Quand on regarde dans le cas de l'interféron gamma, qui est la cytokine qui nous intéresse ici, on sait que c'est une cytokine qui est produite de manière extrêmement directionnelle. Donc on voit ici des lymphocytes T interagir avec une cellule présentant l'antigène. On voit que l'interféron gamma est produit de manière extrêmement ciblée à la jonction entre les deux cellules. Néanmoins, il est possible que cette cytokine diffuse à d'autres cellules voisines. Et en fait, pour tester cette hypothèse, on a fait des expériences dans le laboratoire dans lesquelles on va remplacer le système immunitaire d'une souris par un système chimère qui va être constitué principalement de cellules qui sont incapables de présenter l'antigène au lymphocyte T, et puis dans lequel on va mettre un petit nombre de cellules capables de reconnaître l'antigène et qui sont en plus fluorescentes, de façon à pouvoir les détecter, donc qui seront des cellules vertes. Et donc si maintenant on regarde le site d'infection, donc le champ de bataille où les lymphocytes T doivent agir, on a en rouge les parasites donc, qui ont infecté un certain nombre de cellules. La plupart ne sont pas marquées parce qu'elles ne sont pas fluorescentes. Et puis de temps en temps, on voit une cellule verte qui sont finalement les seules cellules avec lesquelles les lymphocytes T vont être capables d'interagir. Et si on regarde l'activation d'Ainos, qui est donc la molécule effectrice vraiment importante pour la défense contre ce parasite, on peut s'apercevoir que Ainos, qui est ici coloré en bleu, est détecté pas simplement sur la cellule qui va être capable de présenter l'antigène au lymphocyte T, mais en fait sur une zone qui va entourer cette cellule et qui traduit le rayon d'action de chaque lymphocyte et qui traduit notamment le fait qu'il y a un effet qu'on appelle bystander, c'est-à-dire dans lequel le lymphocyte T qui va cibler cette cellule infectée va produire une cytokine dont le rayon d'action va être de l'ordre d'une centaine de microns. Donc on comprend aussi dans ce système comment ces souris, certaines souris notamment, peuvent être résistantes à l'infection, même si un tout petit nombre de cellules infectées vont être ciblées par le système immunitaire. Et donc, ce qu'on peut résumer en fait sur ce schéma ici, dans cette infection, il y a un nombre relativement faible de lymphocytes T qui vont être capables de détecter probablement suffisamment de complexes antigéniques et donc un nombre relativement faible d'interactions stables. Néanmoins, dans certains cas, ces lymphocytes T vont produire des cytokines qui vont diffuser à concentration suffisamment forte pour agir sur les cellules voisines à des distances de l'ordre d'une centaine de microns, et ce qui va permettre d'induire Ainos non seulement sur la cellule cible, mais aussi sur les cellules voisines, et ce qui permet dans ce système au système immunitaire d'être en mesure de contrôler l'infection, même s'il n'est capable de cibler qu'un petit nombre de cellules infectées. Donc voilà, je voudrais simplement conclure en espérant vous avoir montré qu'à travers des approches d'imagerie in vivo, on peut apporter un nouvel éclairage sur des questions importantes comme la génération des réponses immunitaires, les stratégies mises en place par certains pathogènes pour y faire face, et la microanatomie des réponses effectrices au site d'infection. Et pour conclure, je voudrais finir en remerciant évidemment mes collaborateurs et surtout les membres de mon laboratoire qui ont permis de réaliser la plupart des films que je vous ai montrés aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.